Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission hebdomadaire Les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour Zone Bourse et nous sommes aujourd'hui le mardi 14 septembre 2021. Depuis la rentrée, à peu près 10-15 jours, le CAC 40 fait du surplace. Nous allons voir quels sont les derniers développements. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Un avertissement sur les risques, les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Comme toutes les semaines, vous avez ici les rendez-vous sur Zone Bourse. Zone Bourse qui d'ailleurs fête ses 20 ans. Ça y est, c'était hier. On va se retrouver avec toute l'équipe ce week-end. En attendant, tous les matins, le morning meeting d'Anthony Bondin, version écrite, version audio. Tous les jours, Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac en vidéo. Et tous les mardis, on se retrouve pour les marchés en action. Émission dans laquelle on voit ensemble un focus marché, un top flop macro et des analyses graphiques. Concernant le focus marché, pas de grand développement. On notera quand même que les indices américains, qui jusqu'ici caracolaient en tête des indices, très forts, surperformants sur des records historiques, eh bien ils consolident enfin, progressivement, à quelques jours des 4 sorcières, les échéances trimestrielles. Il n'y a pas de raison apparente, si ce n'est par effet de gravité. Quand on jette une pomme en l'air, il y a un moment donné où il faut qu'elle retombe. C'est un peu la même chose avec les indices boursiers. On est tellement monté, plus de 100% l'espace d'un an, qu'à un moment donné, il faut aussi savoir souffler. On notera qu'il n'y a pas de peur pour le moment, pas de forte hausse de la volatilité. Donc pour l'instant, c'est une consolidation. Les investisseurs s'inquiètent un petit peu de la recrudescence des cas de Covid-19 dans le sud-est de la Chine. La Chine qui a encore fermé une région de 4,5 millions d'habitants pour empêcher justement cette fameuse recrudescence. Ça nous montre à quel point quand même à tout moment il peut y avoir des réminiscences, des retours du Covid. Il y a aussi des risques d'instabilité financière liés aux difficultés du groupe immobilier Evergrande qui a annoncé qu'il y avait des risques de défaut accrus sur ses paiements, sur sa dette. Donc voilà, il faudra suivre cela de près, ça pourrait faire un petit peu tanguer les marchés. Le luxe pèse sur le CAC 40. Pénalisé par le ton pessimiste d'une note sectorielle d'Alpha Value, cabinet de recherche, un mois après les craintes suscitées par la décision du président chinois de limiter les revenus déraisonnables. On rappelle que la Chine représente 30% des ventes du secteur selon JP Morgan. Donc voilà, ça sous-entend qu'il faut rester un petit peu prudent et puis peut-être attendre que le gouvernement chinois prenne des dispositions et annonce ce qu'il souhaite faire à ce sujet. Que cela impacte ou non fortement le luxe et qu'on puisse ensuite renforcer les positions si on le souhaite ou les couper si la Chine casse le jouet. Les prix de l'électricité s'envolent en Espagne, en Europe au sens large, ceux du gaz s'envolent en Angleterre. Ça pourrait peser sur les dépenses et le moral du ménage à terme et on n'est pas encore en hiver. Ça fait le lien parfait avec les anticipations d'inflation qui, selon les gérants chez Bank of America Merrill Lynch, retombent. Néanmoins, ces derniers continuent de considérer une très forte inflation comme un tail risk, encore plus que le Covid ou le risque de tapering des banques centrales. Donc, les anticipations d'inflation retombent à court terme, mais l'inflation reste au cœur des débats et le restera pour les semaines à venir. Donc, quand on a des chiffres d'inflation qui sont publiés comme dans quelques minutes, eh bien, il faut y faire attention, ça peut engendrer de la volatilité. Le pétrole WTI tente l'échapper au-dessus des $70. Ça va pas non plus aider en termes d'inflation si on retrouve les plus hauts annuels. Pour l'instant, c'est une petite hausse graduelle, voilà, en lien avec la reprise et les données macroéconomiques qui restent solides. Concernant les métaux, rien de nouveau. L'or et l'argent ont bloqué sous les résistances qu'on avait vues la semaine dernière, notamment les 1835 sur l'or, et consolident depuis une semaine.
Enfin, le Bitcoin, dont on avait vu qu'il avait gagné 80% en l'espace d'un mois et demi et qu'il était sous une zone clé, 50, 51, 52 000 dollars, il y avait plein d'anciennes résistances dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ça n'a pas manqué, il a perdu 20% sous cette résistance et il se stabilise actuellement à 12% de baisse sur la semaine écoulée. Concernant le top flop macroéconomique, ça y est, les marchés ont atteint les 120 000 milliards de dollars de capitalisation. Toujours plus, on a doublé depuis le point bas du Covid l'an dernier et on est monté encore plus vite que par le passé, tout simplement parce que les opérateurs s'attendent à ce qu'avec les plans de relance, les soutiens budgétaires et les soutiens des banques centrales, d'une part les marchés ne peuvent pas baisser et d'autre part les économies et donc les résultats des entreprises devraient ressortir au-dessus de ce qu'ils auraient été s'il n'y avait pas eu le Covid. Et c'est comme ça que, graphique de droite, on attend une croissance des bénéfices des entreprises américaines toujours très 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 forte, au-dessus de 20%. Donc on est vraiment dans de l'exceptionnel, d'où ce titre This Time is Different. Pour l'instant, effectivement, on est dans quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Bien évidemment, tout ça se fait à coup de dette, une dette qui sera transmise à nos enfants, à nos petits-enfants et à ce rythme-là à leurs enfants, à eux aussi. La dette des États explose. On est revenu en Europe à plus de 200% de dette en Grèce, plus de 160% en Italie, 120% en France. La BCE, la Fed, toutes les banques centrales sont endettées jusqu'au cou, mais ce n'est pas un problème. Ce sera celui des générations futures. On notera qu'on monte depuis pratiquement 8 mois, depuis le début de l'année, enfin depuis même mars dernier, plus d'un an maintenant. Simplement, on notera que la saisonnalité n'est pas particulièrement bonne au mois de septembre, c'est pratiquement la pire de l'année. Donc voilà, ne pas forcément se presser à la rentrée si on a coupé des positions avant l'été, si on a des liquidités, tant que le CAC 40 fait des plus bas, de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, tant qu'on est dans une correction lente, eh bien autant la laisser se faire. Je rappelle que le marché est aussi à long terme, aussi à moyen terme, et que je reste un acheteur d'actions à moyen et à long terme. Simplement, si cette consolidation pouvait se développer dans les semaines qui viennent pour revenir sur des niveaux clés, si on pouvait ainsi acheter de bons dossiers sur repli, sur des supports, eh bien, on ne s'en plaindrait pas. On est en plein dans la normalisation, souvenez-vous, dès le début de cette année, je vous ai expliqué que les 6 premiers mois seraient magnifiques et qu'ensuite ça baisserait, sur la macro, j'entends, sur les résultats d'entreprise, sur la macroéconomie, sur les PMI. Ici, vous avez un graphique des PMI à travers le monde et depuis le mois de juin, ça baisse graduellement. C'est la même chose sur les indicateurs en Asie, sur les indicateurs aux États-Unis. C'est la même chose sur le ZOO, l'indice de confiance des investisseurs en Allemagne, où on voit qu'on est passé d'une zone de peur pendant le Covid à une zone limite d'euphorie, à un retour à la normale à l'heure actuelle. Ce qu'il faut, c'est qu'on revienne sur des rythmes de croissance réguliers et stables et qu'on arrête de faire les montagnes russes. Et ce qu'il ne faut pas, c'est que l'atterrissage se fasse vite et fort et que les chiffres économiques se détériorent très rapidement. Pour le moment, on va dire que ça va. On est passé alors vous avez les deux graphiques ici sont pratiquement les mêmes, sauf qu'ici c'est sur un an et demi, ici c'est sur 10 ans. C'est l'indice de surprise économique. Pendant le Covid, on a eu des indices de surprise économique négatifs, les chiffres sortaient encore pire que les attentes. Après le Covid, on a eu plutôt des surprises économiques positives, mais depuis le mois de juin, c'est la normalisation qui prend le pas. Les chiffres sont de moins en moins supérieurs aux attentes. Et on est même en train de passer sous la ligne du zéro avec des surprises économiques négatives. Donc attention encore une fois à ce que l'atterrissage de l'économie ne se fasse pas trop vite, trop violemment. Même chose pour les marchés. De la même manière que les États ont injecté de l'argent dans les économies, ce qui les a fait littéralement exploser. C'est un peu comme une locomotive dans laquelle on avait mis du charbon, mais en plus on avait mis de la dynamite et en plus de la nitroglycérine. Donc forcément la locomotive, elle faisait du deux roues, elle faisait des wheelings. Et maintenant elle est en train de se reposer sur les rails.
Sur les marchés boursiers, c'est un peu la même chose. Ce ne sont pas les relances budgétaires, mais les soutiens de banque centrale qui ont fait chauffer la machine et qui ont fait qu'on est monté très très haut, très très vite, dans des proportions records. Simplement, vous voyez que les soutiens des banques centrales, Fed, BCE, vont être progressivement diminués. Là où Christine Lagarde nous dit que nous ne sommes pas dans un tapering, dans un ralentissement des achats d'actifs, mais dans un recalibrage, je suis désolé Christine, mais non, c'est un tapering. Nous avons une baisse graduelle des achats d'actifs qui va durer jusqu'au mois de mars 2022, fin du programme PEPP post-pandémie. Et quand on regarde ici trimestriellement ce que cela devrait donner selon Bank of America Merrill Lynch, on va avoir des soutiens graduels qui vont baisser jusqu'au mars 2022, jusqu'au premier trimestre 2022, et ensuite, il n'y aura plus de soutien. Un tapering, c'est quoi? C'est un ralentissement des achats de banque centrale progressif d'un chiffre X jusque 0. Christine Lagarde, elle essaye de dire, bah oui, mais non, on essaiera d'en permettre, on essaiera d'en garder, etc. Sauf que quand on regarde la somme des banques centrales, à la fin de l'année 2022, pour l'instant, les opérateurs s'attendent à ce qu'on arrive à vraiment un vrai tapering et un arrêt des soutiens alternatifs, nouveaux, qui étaient là dans des proportions absolument très fortes. Donc, on est bien dans un tapering, on est bien dans des marchés qui ont explosé pendant 18 mois et on est bien dans des marchés qui vont être de moins en moins soutenus, ce qui les fera certainement monter moins vite, ce qui peut aussi engendrer des trous d'air, ce qui peut engendrer des latéralisations. Peut-être que nous aurons sur certains secteurs, en tous les cas, des marchés qui vont être un peu plus neutres pendant plusieurs mois, alors qu'ils étaient jusqu'ici foncièrement fortement haussiers. On se retrouve d'ailleurs avec des graphiques du Nasdaq qui est sur son haut de canal haussier des derniers mois. Sur le CAC 40, on a touché le haut de canal du CAC 40 à 6900 points au mois d'août et on consolide depuis. Ici, vous avez un graphique sur 12 ans en données logarithmiques du S&P 500. Et on voit bien qu'on est passé d'un trou d'air en dehors du canal pendant le Covid à la borne haute du canal haussier dans lequel on est depuis 10-12 ans. Donc voilà, on est monté très fort, la macroéconomie est en train de retomber, le soutien des banques centrales va progressivement se retirer, on a une saisonnalité négative, donc au risque de me répéter, on a des risques de trous d'air, notamment si le CAC 40 venait à passer sous les 6600 points. Mais je le répète, je reste aussi à long terme et à moyen terme. Si on casse 6600 points, c'est pour aller vers 6400 voire 6200 et ce serait alors des zones d'achat. Pour ce qui est à la fin de cette année ou l'année prochaine, que les marchés soient haussiers, baissiers, tumultueux, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur les meilleures entreprises. C'est pour ça que Zone Bourse publie des articles sur les meilleures entreprises, que ce soit en termes de management de la société, que ce soit en termes de retour sur tout ce qui est dividende, que ce soit les plus belles valeurs trend following de la planète, que ce soit les sociétés qui font les plus belles croissances externes. Vous avez des articles réguliers sur Zone Bourse qui vous présentent les meilleures sociétés françaises, européennes, mondiales. Ici, c'est encore un article qui a été publié récemment concernant les sociétés qui affichent les plus forts ROE prévisionnels pour l'année 2022. Le ROE, c'est le Return sur Equity. Et je vous laisserai taper cela dans Google pour regarder. C'est un ratio sur la rentabilité financière des fonds propres qu'utilisent certains. Et puis enfin, on rappellera que sur les cryptos, il ne faut pas mettre de levier parce que quand on met du levier, on se fait liquider. Ça a été le cas des acheteurs qui étaient acheteurs de crypto à 45, 48, 50, 51K. Et puis le jour où le Bitcoin perd 20%, forcément, si vous êtes sur un levier supérieur à 5, votre compte passe de X à 0. Et donc, on a encore eu plus de 2000 milliards de comptes de traders particuliers liquidés sur les cryptos. C'est pas la faute du marché, c'est eux qui l'ont cherché. Quand on analyse le Bitcoin et qu'on voit que c'est un actif qui a perdu entre 30
à 86% en l'espace de 10 ans à 12 reprises, bah on met pas de levier, sinon on se fait éclater. Voilà, c'est la règle. Et tous les anciens le disent, donc ce serait bien que les nouveaux l'apprennent et qu'ils n'aient pas besoin de se brûler la main sur une plaque chaude pour comprendre qu'une plaque est chaude. Car la grande différence entre un enfant et un adulte vacciné, c'est que l'adulte, lui, a les capacités, en théorie, de comprendre que quand on lui dit qu'une plaque est chaude, elle est chaude et qu'en théorie, il n'a pas besoin de se brûler. Voilà donc pour cette lecture globale des marchés en mode reprise de septembre, c'est la rentrée. Voici la liste des actions que l'on va regarder dans quelques instants. C'est l'heure de la pause musicale. C'est absolument magnifique. Troisième symphonie de Beethoven par orchestre vénézuélien et Gustavo Dudamel. C'est vraiment magnifique. Merci Noélia pour ce beau morceau. On revient à nos moutons. Voici le 440. Le 440 qui est toujours haussier à long terme, haussier à moyen terme et dans une consolidation à court terme. Voilà. Certains diront qu'il est neutre sur les 15 derniers jours, d'autres diront qu'il est en correction baissière depuis un mois. C'est kiff-kiff. Voilà, pour le moment, on tient la zone des 6560-6600 points. C'est les deux gros pivots, les deux gros supports. Tant qu'on est au-dessus de ces niveaux, on peut repartir à tout moment. Une cassure des 6560 points au mois de septembre engendrerait très certainement une correction vers 6003, pourquoi pas 6002. Ce serait bienvenu, ce serait optimal de pouvoir payer de beaux dossiers sur repli. Voilà, tant qu'on est au-dessus de 6600 points, on peut faire du trading, on peut faire du stock picking, on peut faire du trend following, on achète ce qui monte, les meilleurs dossiers, on peut aller sur small et mid cap, même s'il faut être bien plus sélectif qu'il y a quelques mois parce que sur les small, il y a un manque de liquidité, il y a un manque de soutien. C'est plutôt les mid et les big cap qui prennent les flux ces derniers temps. Donc voilà, moi j'ai vendu 6900 points pendant les vacances, j'ai vendu 6750 sur rebond, j'ai revendu la semaine dernière avec un stop au-dessus de 6730 points. Et à chaque fois on a baissé sous ces niveaux indiqués. Simplement à chaque fois qu'on revient vers 6600, 620 et que ça tient, eh bien je coupe mes ventes et j'essaye de les reprendre un peu plus haut. Je fais du tricot dans cette zone de prix. Pour l'instant il n'y a pas de tendance. Il est bien trop tôt pour anticiper quoi que ce soit.
Le marché est flat. Si on est investisseur en trend following à moyen long terme, tant qu'on est au-dessus de 6560 points, il n'y a pas d'alerte, on se laisse courir. Et donc voilà, la situation est inchangée. Au final, le CAC 40 n'a pas bougé depuis la mi-juin. Voilà, il est complètement neutre depuis 3 mois. Et à l'intérieur même du CAC 40, il y a des dossiers qui surperforment, il y a des secteurs qui prennent le relais. Donc c'est là où, dans un marché relativement neutre, les meilleurs élèves, les meilleurs dossiers continuent de monter. Donc quand on fait du trend following, on en profite. On peut regarder le pétrole. Le pétrole, le voici. Il était sous une oblique baissière la semaine dernière. Il l'a cassé en ce début de semaine. Il essaye de s'affranchir de sa moyenne mobile à 50 jours et des 70 $. Pour l'instant, c'est haussier. Tant qu'on est au-dessus des 69-70 $, on va dire qu'il y a un biais plutôt positif. Sur l'or, donc on n'a pas réussi à dépasser la résistance des 1835 la semaine dernière. On latéralise, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Même chose sur les cours de l'argent, c'est une latéralisation de court et de moyen long terme. Enfin, concernant le Bitcoin, le voici. Haussier à long terme, ceux qui font du dollar cost average continuent d'acheter tous les mois, que ça monte ou que ça baisse, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de s'investir en crypto pour les années à venir. Quand on fait du DCA, c'est qu'on croit en l'avenir, on croit en une classe d'actifs, et donc on ne se pose pas de questions, on achète tous les mois. Quand on fait du trading, eh bien, on suit les niveaux, on suit les cassures. Tant que c'est haussier, qu'on casse des résistances, on remonte les stops. Et comme je l'indiquais il y a une semaine, 10 jours, quand on gagne 80% sur le Bitcoin en un mois et demi, bah on remonte les stops bien comme il faut pour pouvoir sortir quand le marché se retourne. Là, on est relativement neutre et il n'y a pas grand-chose à dire. On peut voir d'ailleurs qu'on est revenu pratiquement à 42 000. On est revenu à 42 000. Ici on avait un range, on en est sorti et donc cette chute ne pourrait être qu'un pullback. Beaucoup s'attendent à ce qu'en fait on latéralise pendant un certain temps avant de continuer le bull run, ce que je ne considère clairement pas comme inconcevable, étant moi-même haussier long terme sur les cryptos. On va passer au programme du jour. On commence avec Air Liquide, une mémère, une des plus belles sociétés du CAC 40. On est en trend following, on est haussier depuis 20 ans. Les replis sont achetés. C'est une valeur qui parfois peut se mettre dans des latéralisations horizontales. L'année dernière, elle a passé pratiquement 10 mois dans un range. Là, on est dans un trend haussier pour le moment, au-dessus des mêmes 50. Et puis, au pire des cas, si on décroche de cette zone de prix-là et qu'on revient à celle d'en dessous, ça permettra d'en racheter. On a un gap haussier laissé ouvert vers 141 €. On a la MM200 à 141 €. On a une zone horizontale à 144-145 €. Voilà, tout repli sur Air Liquide s'achète. Tant qu'on est au-dessus des MM200, tant qu'on est dans un grand trend dossier, il n'y a pas de question à se poser. C'est le genre de dossier qu'on accumule et sur lequel d'ailleurs on peut faire du DCA à moyen long terme. Alstom. Alstom, on en avait parlé il y a à peu près un mois dans une émission. Et je vous disais qu'il était trop tôt pour acheter à 34 €. On était revenu sur une zone d'importance à 34. On s'était arrêté juste avant. Et je vous avais dit deux choses. Solution numéro 1, les cours continuent de baisser. Solution numéro 2, on revient vers les résistances. On arrive enfin à casser une résistance et là, on pourra passer à l'achat. Eh bien, vous voyez que il y a eu rebond. On s'est tapé la tête contre la résistance. On est reparti à la baisse. C'est un des aspects positifs du money management, de se dire je n'achète le titre pas sur son point bas, mais lorsqu'il se sera effectivement retourné. Donc j'attends qu'il casse des résistances car pour l'instant il est baissier. Et si le titre y arrive, c'est très bien, on rentre à l'achat. Mais si le titre n'y arrive pas, on le laisse chuter. Et on le laisse chuter potentiellement jusqu'à la zone suivante. Or, quand on regarde sur le très long terme, on voit que la zone des 29-30 € a été testée et pivot à de très nombreuses reprises, notamment pendant le Covid d'ailleurs. Donc, de nouveau, même système. J'attends soit qu'on se retourne et qu'on casse les 33,80-34 €, soit qu'on continue de baisser en direction des 29-30 €.
Voilà, pour l'instant, c'est une valeur baissière à court à moyen terme. On est sous MM200, c'est l'inverse même du trend following. Donc je ne vois pas l'intérêt d'essayer de deviner le point bas. Attendons qu'il prenne forme, que des chandeliers avec des volumes très forts, que des chandeliers haussiers prennent forme, avec des volumes très forts. Et quand ça se retournera, on sera là pour le voir. À quoi bon se presser d'acheter un dossier qui baisse pratiquement tous les jours? Il va pas s'envoler sans nous, hein. Euromedis, Euromedis, c'est une valeur qui est intéressante parce qu'elle aime bien faire des envolées de 50-60%. Elle est désormais un petit peu plus calme, mais n'en demeure pas moins haussière. On a un beau canal haussier ici qui a tenu à chaque fois qu'on est venu sur la borne basse. On travaille actuellement la MM200. Il serait bon de réussir à casser la MM200 et les 17,20 € les plus hauts du mois de juin pour parler de tendance haussière de moyen terme réanimée. Pour l'instant, on va dire qu'on est aussi à court terme. Pour repasser aussi à moyen terme, il faudrait casser les 17,20 €. Il n'est pas inconcevable que la valeur continue de faire du surplace un certain temps. Casser les 17,20 € serait très beau et permettrait très certainement une nouvelle impulsion haussière. Sanofi, bah c'est pas au même niveau qu'Alstom en termes de baisse, mais c'est pas très joli. Alors déjà, Sanofi, il faut se rendre compte que c'est un grand range depuis 7 ans, pratiquement, entre 60 et 90, 95. Donc on achète en bas et on vend en haut. Il n'y a encore pas si longtemps, on était en haut à 91 €. On n'arrive pas à aller plus haut pour le moment. On est en train de repasser sous MM200. Voilà, peut-être qu'on va assister à une latéralisation des prix. On vient de perdre l'équivalent de 12-13% très rapidement. Mais bon, il n'y a pas de dynamique haussière de très long terme. On est dans un range depuis 7 ans. La dynamique est baissière à court terme. On est sous MM200. Donc c'est pareil, c'est pas le genre de titre qui fait rêver, où on casse des plus hauts, où on casse des résistances, des plus hauts historiques, des plus hauts annuels. Ça reste sous pression. Alors oui, il va peut-être y avoir un rebond technique qui se met en place, mais encore une fois, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je fais cette émission non pas pour du trading, mais pour des investisseurs de moyen terme. Et pour l'instant, Sanofi, c'est pas particulièrement sexy. Si elle revenait ici vers 75 €, là, je serais déjà plus intéressé pour trouver des points d'achat. Voilà, ça c'est joli. STM, valeur rentrée dans le portefeuille Zone Bourse depuis près d'un an maintenant, qu'on avait renforcé d'ailleurs post-Covid. Et voilà, pénurie de semi-conducteurs, une croissance des résultats qui est très bonne, des perspectives pour le secteur qui sont toujours très bonnes, un secteur qui profite d'un méga trend, hein. On est dans du très long terme, hein. Les semi-conducteurs, on ne fait qu'en consommer de plus en plus. Donc là, tant qu'on est sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, c'est une valeur qui parfois, certes, peut perdre 10-15% rapidement, qui peut faire des périodes de latéralisation. Mais tant qu'on enchaîne comme ça les plus bas de plus en plus haut, pour l'instant, c'est un long fleuve tranquille et c'est typiquement ce genre de dossier qu'on va aller rechercher. Ensuite, c'était pour faire plaisir à un membre qui posait des questions, mais bon, transgène, biotech, donc déjà, première alerte rouge. Deuxième alerte rouge, elle est baissière à long terme. Donc, et puis ensuite, c'est pas du dossier liquide. Voilà, donc la seule chose que je peux vous dire qui est pas si négative, c'est qu'effectivement, depuis un an, on va dire, on est dans une tendance haussière, on essaye de rester au-dessus des mêmes 200, on était dessous ces derniers temps, on est revenu au-dessus. C'est un pain trade, hein, c'est un trade pénible à tenir. C'est baissier à très long terme, c'est une biotech. Si on dépasse les 3 €, 3,15 € dans les mois à venir, peut-être qu'on essaye de se retourner à moyen long terme et qu'on sera dans quelque chose de plus solide. Mais pour l'instant, franchement, c'est une sorte de range entre 2 et 3 € dans lequel il n'y a pas grand-chose à dire. Valeo.
C'est pas aussi moche que Peugeot, qui dans le secteur automobile est vraiment baissière à long terme et moche, mais c'est quand même vraiment pas top. Valeo a fait sa reprise comme toutes les valeurs post-Covid, mais depuis le début de l'année 2021, elle est en tendance baissière de moyen terme. Donc il faudrait réussir à s'extraire du canal baissier que vous voyez ici. La borne haute est vers 25 euros, le plus haut du mois dernier est à 26 euros. Donc on aimerait bien voir les prix casser les 25-26 euros. La MM200 est baissière, elle va arriver progressivement vers les cours. Donc si on arrivait voilà, à faire une construction graphique puis à casser de la résistance, ce serait beau. Ça peut construire pendant des mois comme ça peut continuer de baisser. Donc me concernant, moi j'attendrai gentiment une cassure des 26 euros du précédent plus haut du canal baissier et de la MM200. Alors pourquoi pas? Mais en attendant, c'est baissier. Au mieux, ce serait neutre si on stabilisait quelques semaines. Mais c'est encore pas le genre de configuration graphique sur laquelle on a une probabilité de gain importante. Rappel, les probabilités de gain sur des dossiers haussiers sont supérieures aux probabilités de gain sur des dossiers baissiers. Et on finira avec Valneva. Valneva qui a perdu son contrat pour les 100 millions de doses restantes avec l'Angleterre. On rappelle que Valneva donc, est une société française, nantaise me semble-t-il, qui fait de la recherche contre le Covid et contre plein d'autres maladies. Valneva avait validé une GLB en janvier 2021 et a fait un très beau parcours depuis. Post-résultat, où elle avait un peu déçu, Valneva s'était reprise, elle avait donné un signal d'achat en cassant le range dans lequel on l'avait repéré pendant plusieurs semaines. Donc il y avait un signal d'achat à 13,80, il y avait un signal d'achat à 15-16 euros sur la cassure des plus hauts annuels qui étaient d'ailleurs des plus hauts historiques. Par contre, ça là, ça, le chandelier du 31 août, ça dit stop. C'est une ouverture en gap haussier de plus de 20% où les opérateurs n'ont fait que vendre dans la journée. Ça, c'est un signal de vente. La valeur vient de prendre 100%, en l'espace de 2 semaines, on encaisse. Règle numéro 1. Règle numéro 2, c'est une biotech, donc en théorie, on évite. Mais je suis d'accord, le mouvement haussier était lancé, c'était beau, il y avait quand même une belle chose à faire. Mais il faut savoir sortir en haut. Voilà, ce chandelier-là dit de faire attention. Ensuite, comme souvent dans ce type de configuration, on tente de relancer, mais on échoue de nouveau à revenir vers les plus hauts. Une sorte de spinning top, puis ça repart à la baisse, puis on casse la MM7, puis on casse la MM7 et on le valide le lendemain. Il y a un moment donné, il faut sortir. Donc, que ce soit en ayant pris des bénéfices tout là-haut ou en ayant remonté votre stop, vous avez pu sortir tout ou partie de la position sur Valneva. Si vous avez tenu la position sans prendre de bénéfices, malheureusement, vous avez subi la chute des cours de plus de 30% hier. Dernière chance pour Valneva, on est posé sur MM200. Peut-être que le gouvernement français va se réveiller et qu'à un moment donné, il va récupérer le contrat que l'Angleterre délaisse, je ne sais pas. Et oui, il y a d'autres traitements sur lesquels Valneva travaille qui pourront à terme peut-être soutenir le dossier, mais voilà, je dirais que si dans les 20-23 euros de Valneva, il y avait 10 euros de Covid, et les 10 euros de Covid, ils viennent d'un peu s'effacer à court terme, c'est pour ça qu'elle est revenue à ce prix-là. Croisons les doigts pour ceux qui en ont encore que MM200 tiennent et qu'il y ait soit le gouvernement français qui se réveille, soit des nouveaux résultats sur d'autres recherches qui portent leurs fruits. Encore une fois, malheureusement, ça nous montre à quel point les biotech, c'est les biotech. Et que même une biotech haussière peut s'en prendre une et perdre 50% après avoir gagné 100%. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est les biotech. On passe aux valeurs trend following et GLB. On commence avec une toute petite valeur française. Alors habituellement, je ne couvre pas de si petits dossiers, mais pour le principe, valeur qui a coté en 2020, qui a fait rapidement une GLB, qui s'est mis ensuite dans une latéralisation horizontale, à la suite de laquelle elle est sortie par le haut, ce qui validait la mise en place d'un trend following, TF.
Donc on a eu une GLB fin 2020, on a eu un démarrage de trend following pendant le mois d'août. Et au fur et à mesure de la hausse, on a de plus en plus de volume et on a de plus en plus de cours qui commencent à se dessiner. Après, sur ce type de petites valeurs, si les résultats sont bons, etc., la valeur peut passer d'un marché Euronext à un autre, être de plus en plus volatile, de plus en plus liquide. Mais c'est intéressant parfois de déceler ce genre de petites sociétés qui se cote à 2 euros, qui monte rapidement à 5 et qui est actuellement à 12. Il y a quelques petites pépites à déceler comme ça sur le marché français de temps en temps. Carmat. Carmat, c'est donc une medtech spécialisée dans les cœurs artificiels qui depuis plusieurs mois a validé sa technologie et commence à en vendre. On est ici dans une théorie du phénix avec des cours qui étaient baissiers puis neutres puis qui se retournent. Alors la semaine prochaine je ferai pas mal de valeurs sur la théorie du phénix. J'essaierai de faire toute une catégorie qu'avec ça. Mais on me l'a demandé donc je voulais la faire cette semaine quand même. Alors après Carmat c'est vachement erratique, hein. Ça peut monter fort, retomber à cause d'une augmentation de capital, retomber sur des bonnes news, consolider fortement quand il se passe rien. Je pense que si on est sur ce type de dossier, on fait forcément du moyen long terme et on a des stops sous le support des 24 voire des 22 euros. Et advienne que pourra, rendez-vous dans 6 mois, 1 an ou 2 ans. Si effectivement la technologie fonctionne et qu'on en vend de plus en plus, les résultats devraient être au rendez-vous et ça peut à moyen long terme être un dossier qui redevient haussier. Mais il faut prendre son mal en patience. Ensuite, dans la saga Vivendi, UMG, vous n'êtes pas sans savoir que Compagnie Audet détient Bolloré qui détient Vivendi. Bolloré a fait toutes sortes de véhicules d'investissement, de holding, il a bien ficelé cela dans tous les sens. Ici on est sur de la cassure de plus haut historique, on est en données mensuelles, voici l'hebdomadaire, voici ensuite le journalier. Souvenez-vous quand il y a eu le gap haussier sur Vivendi et qu'il y a eu le gap haussier sur Compagnie Audet, j'en avais parlé dans l'émission en expliquant que Compagnie Audet allait très certainement être la société qui surperformerait dans cette affaire. On en avait parlé au mois d'avril-mai, depuis on a gagné 30%. Et vous voyez que le titre enchaîne hausse, conso, hausse, conso, hausse, conso. On est dans du trend following pur. Donc un terrain de jeu très appréciable pour les trend followers qui rentrent sur des cassures haussières, sur des nouveaux plus hauts annuels et désormais sur des nouveaux plus hauts historiques. Trend following un peu plus soft, on peut même parler de théorie du phénix sur Maison du Monde. Maison du Monde a été baissière de 2017 à 2020, puis on a connu un beau bottom, une sorte de creux en V ici. Et puis depuis on est dans une tendance haussière positive au-dessus des MM200. Vous voyez que MM200 est ici la clé d'une lecture de trend following. Elle faisait résistance dans la baisse du titre et elle fait support depuis le début de la hausse, depuis le début du retournement validé. Elle a fait support à 11 euros, on l'a testé hier à 18,50. Tant qu'on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, tant que les cours sont au-dessus de l'oblique haussière et de la MM200, donc en gros, tant qu'on est au-dessus des 18,50 euros, c'est haussier. Si on casse les 18 euros, il y a changement de rythme, cassure de jouet, neutralisation. Neurone, ça c'est une valeur qui est suivie par Master Bourse que je salue. Superbe boîte, superbe résultat. Ici, on a du trend following, en veux-tu, en voilà. Le creux du Covid a été très vite effacé. Les résultats ont pris le relais. On est rentré dans un trend following au-dessus des MM200. On est allé attaquer les plus hauts historiques au mois de mars dernier, donc il y a déjà 6 mois. On les a travaillés pendant quelques mois. Puis on est sorti par le haut, puis on a accéléré. Ici, c'est le genre de cours sur lequel on a une hausse, une conso, une hausse, une conso, une hausse. Donc faut espérer la prochaine conso pour pouvoir rentrer sur repli sur ce type de dossier qualitatif recherché par les opérateurs avec des super bons résultats, de très bonnes perspectives pour les années à venir, un titre qui est au-dessus de ses plus hauts historiques. Donc vous voyez à quel point il y a une différence fondamentale entre des valeurs baissières comme Alstom à court terme, comme Transgen à long terme, comme Valneva, comme Valeo à moyen terme, ou des valeurs comme Compagnie Audet, Maison du Monde ou Neurone que je viens de vous montrer.
Saint-Gobain, toujours dans son canal haussier de moyen terme, qu'elle respecte scrupuleusement, sur la borne haute comme sur la borne basse d'ailleurs. Vous voyez ici, on tape la borne haute, borne basse, borne basse, borne haute, borne haute, borne basse, borne haute, borne basse. C'est génial, un truc comme ça. Je vois pas comment on peut dire que l'analyse technique ne sert à rien quand on voit un truc pareil. Donc là, pour les court-termistes, tant qu'on est au-dessus de 60 euros, tout va bien. Voilà. Si vous avez envie d'alléger ou de couper une partie de la position parce qu'on casse les 60 euros, qu'on casse ce beau canal et qu'il y a des craintes de revenir vers la MM200 et les 52 euros, je peux tout à fait le comprendre. Si vous préférez être moyen long-termiste et vous dire tant qu'on est au-dessus de MM200, je garde, eh bien vous ne bougez pas, vous laissez faire. Si on casse ce canal pour consolider, pour repartir par la suite, eh bien vous préférez tenir vos positions. Voilà. Certains coupent sur les cassures court terme pour revenir sur les supports de moyen terme, d'autres ne bougent pas. Ensuite on revient sur un petit titre, Streamwide, en trend following. Donc là on est sur une valeur qui a fait une GLB en plus fin 2020. La GLB, je le rappelle, c'est la cassure du cours d'introduction qui correspond au plus haut historique. Donc on a eu sur Streamwide la théorie du phénix en juin 2020, la GLB en décembre 2020, et on est en trend following depuis. Donc le trend following, c'est des vagues de hausse, des vagues de conso, puis des vagues de hausse. On est au-dessus des MM200, on est sorti d'un range récemment, j'en avais parlé me semble-t-il avant la cassure des 36 euros dans une émission. On est un peu plus de 10% au-dessus. Et on surveillera l'éventuel prochain signal d'achat qui correspond ici au 41,7, 41,8. C'est les plus hauts testés récemment, donc pas étonnant de voir qu'on a reflué sous ce niveau de prix puisque c'est une barrière importante, plus haut historique. Et si ça casse, eh bien nouveau signal haussier avec à la clé nouvelle jambe haussière en direction des 50 euros. Voilà le genre de titre en trend following qu'on achète dans les latéralisations sur des cassures pour jouer la tendance de fond. Et on finit cette catégorie avec Visiative, où là on est dans une latéralisation horizontale depuis 2 ans. C'est très neutre. Point positif, on s'est échappé d'un range à court terme. Autre point positif, la MM200 tend à remonter. Petit bémol, on est venu chercher une zone de résistance qui correspond à un gap de février 2020 et qui bloque les prix pour le moment. Donc voilà, si vous faites du court terme et que vous voyez que ça passe pas, il faut savoir encaisser. Si vous faites du moyen terme, il faudra patiemment attendre qu'on arrive à casser cette zone des 25,20 € pour espérer la prochaine zone de résistance qui se situe à 29 €. On passe maintenant aux valeurs étrangères. Je vais être obligé de passer sur le site Zone Bourse pour pouvoir les faire parce qu'il y en a qui sont des valeurs que je n'ai pas sur ProRealTime. On commence avec Dino Polska qui est dans la grande distribution. On se met un graphique et on voit que c'est un superbe dossier de trend following. Ici j'ai des prix depuis 2017, ça ne fait que monter depuis, l'action a fait x10 et vous voyez qu'ici on monte, on consolide, on monte, on consolide, on monte et ainsi de suite. C'est le genre de valeur parfaite pour faire du dollar cost average, pour faire du long terme, pour faire du trend following. À chaque fois qu'on a une latéralisation et qu'on en sort par le haut, c'est un signal. À chaque fois qu'on a une cassure de plus haut annuel ou historique, c'est un signal. Et on peut ainsi se constituer de belles positions de long terme et les laisser courir parfois pendant des années. Ensuite, Edelia Bravo que personne ne sait dire. Superbe valeur, trend following italienne décelée par notre ami Pixel Market sur Twitter. Valeur qui avait bien démarré en 2018-2019, puis il y a le Covid, latéralisation à plat pendant longtemps, et là qu'est-ce qui s'est passé ici en avril 2021? Retour de volume historique. Cassure de résistance 1, cassure de plus haut annuel, cassure de plus haut historique, encore du volume, on monte, on latéralise, encore des volumes, boum, ça explose. Donc voilà, là on est vraiment dans un superbe dossier haussier, moyen long terme, trend following. C'est beau, c'est tout ce qu'on recherche.
On est en train de vivre un trou d'air actuellement, espérons-le, que ce soit un trou d'air. Un peu comme on en avait eu un en juillet 2021, on était à plat puis les cours ont baissé avant de se stabiliser. Ici, bah, c'est un peu la même chose, on latéralisait, on fait un trou d'air, on voit que rapidement les acheteurs se présentent et qu'on tente de repartir. Donc on part du principe que pour l'instant c'est un trou d'air, on part du principe que tant qu'on est au-dessus des mêmes 50 qui avaient fait support en mi-juillet, c'est toujours haussier. Et là graduellement en fait la moyenne mobile va arriver petit à petit en soutien, hein. Donc il suffit que la valeur latéralise pendant 10-15 jours, que la moyenne mobile arrive en soutien et que par la suite peut-être les cours repartent à l'assaut des plus hauts annuels qui sont des plus hauts historiques. Et puis si par contre on vient à casser le support, qu'on vient à casser même 200 et à même 50, etc., c'est peut-être le moment d'encaisser après un beau parcours. Mais vous voyez, c'est typiquement ce genre de valeur-là, petite, moyenne ou grande, française ou étrangère, qui sont dans des tendances haussières soutenues par des volumes que l'on recherche. Autre exemple magnifique, IMCD Amsterdam, une des plus belles valeurs trend following des 4-5 dernières années. On monte, on latéralise en 2019-2020, puis dès la fin du Covid, on casse des plus hauts. Ici, chaque cassure de plus haut est un signal. Signal ici, latéralisation, nouveau signal ici, latéralisation, nouveau signal ici. Des signaux d'achat, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cassure de plus haut historique avec volume, continuation. Et là, voilà, l'espoir pour les semaines à venir, ce serait que ce genre de titres reviennent vers des supports, 160 ou 150, reviennent clôturer un gap, reviennent chercher la proximité de sa MM200. Voilà, on ne peut espérer qu'une rechute des prix pour pouvoir en acheter ou une latéralisation à la suite de laquelle, si cassure des plus hauts, ben on rentrera sur cassure des plus hauts, puisqu'à chaque fois qu'on fait des plus hauts depuis 5 ans, c'est un nouveau signal d'achat. C'est le concept du trend following, on achète ce qui est cher, parce que ce qui est cher est beau, est rare et a plus de chances de monter que ce qui ne l'est pas. Autre cas de trend following, mais en Australie cette fois, sur Novonix, une valeur dont on avait parlé il y a 6 mois à peu près dans la neutralité ici. Elle avait donné un signal puissant fort, mais parfois les cours ont besoin de retracer, de stabiliser un certain temps. Vous voyez qu'ici on était dans une zone de neutralité, on fait une cassure de résistance avec des volumes, c'est le signal 1. Ensuite on fait une cassure des plus hauts des 10 derniers jours avec de nouveau des volumes, c'est le signal 2. Ensuite, on fait la cassure des plus hauts annuels, signal 3, puis cassure encore des plus hauts annuels par la suite, signal 4. Et voilà, les signaux se sont enchaînés et on est toujours aussi à l'heure actuelle. Seul bémol, les cours viennent de faire x3. J'aime pas trop les derniers chandeliers avec les mèches hautes et les chandeliers pleins baissiers des 2 dernières séances. Je n'aime pas non plus la divergence sur le RSI, puisque le RSI n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut alors que les cours l'ont fait. Donc si on venait à casser MM7 jours, il s'agirait peut-être à un moment donné de prendre des bénéfices après ce magnifique parcours. Et voilà ce que nous on recherche aussi dans ces émissions, c'est des valeurs qui sont encore dans des ranges, dont on surveille les cassures, ou qui sont sorties de range, dont on surveille des nouvelles cassures. Et c'est typiquement sur des breakouts, des cassures de plus haut, 2-3 mois, d'un an, de plus haut annuel ou de plus haut historique, qu'on a les plus beaux signaux. C'est la matérialisation de changements d'humeur du marché. Ensuite, on revient sur le site de Zone Bourse pour voir une valeur finlandaise, QTcom. Et là, pareil, on est sur un rouleau compresseur aussi absolument magnifique sur les 55 dernières années. On a eu ce qu'on appelle un runaway gap récemment, c'est un gap sur news avec des volumes très forts et ça c'est généralement ce genre de gap ne se comble pas. Et actuellement on est dans une latéralisation à plat, donc on peut encore en acheter au cours actuel et on peut surveiller l'éventuelle cassure du plus haut qui serait un nouveau signal d'achat, puisque en trend following, toute cassure de plus haut historique est un signal d'achat supplémentaire. Et on finira avec Roblox, valeur au NYSE, aux US, qui a été introduite en bourse, qui a fait une GLB, mais ça n'a pas été suivi d'effet, notamment les publications n'ont pas été tip-top. Elle était sous une oblique baissière qu'elle a réussi à casser, maintenant elle est passée de baissière à neutre. Et on surveillera une éventuelle cassure des 91 $.
$91 c'est les plus hauts des 2-3 derniers mois. Si on arrive à les casser, c'est un signal d'achat pour viser les plus hauts historiques vers $104, voire de nouveaux plus hauts historiques. Tant qu'on est sous cette zone de résistance, rien ne sert d'acheter, de se presser, puisqu'on est sans tendance et que des actions peuvent rester. La statistique, c'est que 90% du temps, un actif est neutre et 10% du temps, il est en tendance. Donc on attendra la tendance. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez compris l'importance d'aller sur toutes sortes de secteurs, toutes sortes de pays. Ce qui importe, c'est d'acheter des boîtes qui montent, c'est d'acheter des résultats positifs, c'est d'acheter de la croissance, c'est d'acheter du trend following, des nouveaux plus hauts historiques, des nouveaux plus hauts annuels, et de délaisser des actions qui baissent, des actions qui souffrent, des tendances baissières, des valeurs sous MM200. Vous avez bien mieux à faire que ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne semaine. Je vous retrouve sur BFM, Bismart et les réseaux sociaux. À très vite!